Bienvenue donc au deuxième table ronde de la visioconférence de l'Institut Schiller sur la demande d'un sommet des 4 puissances. Le monde a besoin de 1,5 milliard de nouveaux emplois productifs. C'est le titre du deuxième panel. Nous commençons par l'intervention de Jacques Chouinade, le président de Solidarité Progrès, sur comment la production alimentaire peut unir le monde. Bonjour, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et surtout pour ce que tous nous allons faire ensemble après cette conférence. La production alimentaire unit le monde. Nous sommes tous conscients du fait que les deux premiers droits de l'homme à défendre sont le droit à l'alimentation et à la santé, être en bonne santé, afin de pouvoir contribuer au bien commun et à l'avenir de nos sociétés. Si l'on regarde le monde tel qu'il est, nous ne pouvons que reconnaître que ces deux droits de l'homme sont continuellement et constamment bafoués et que les politiques actuelles des principaux États et institutions, à quelques remarquables exceptions près, nous conduisent vers un monde bien pire si on n'intervient pas. Nous sommes sur le point de devenir inhumains. La question n'est donc pas de commenter davantage ce qui se passe ou de se plaindre, mais de faire quelque chose pour y remédier. C'est pourquoi nous sommes ici, pour mobiliser le meilleur de nos cultures et de nos nations, afin d'engendrer un monde où les véritables pouvoirs créatifs de l'humanité pourront prospérer contre vent et marée. Cela commence par la production alimentaire, qui unit tous les peuples au-dessus et au-delà des barrières culturelles et linguistiques. Cela semble banal de dire de telles choses, mais le fait que nous y soyons contraints moralement et économiquement est précisément le signe de la condition inhumaine dans laquelle nous sommes plongés, avec la menace immédiate que plus de 100 millions de nos semblables pourraient mourir de faim, jusqu'à 300 000 par jour. 300 000 par jour, je répète, alors que nos agriculteurs sont piégés dans un monde malthusien où ils ne peuvent littéralement plus respirer. Si nous partons de ce dont l'humanité a besoin, en tenant compte des exigences d'une alimentation adéquate en quantité et en qualité, de la suffisance pour tous et de l'indispensable nécessité de créer des stocks alimentaires, nous devons d'abord doubler la production mondiale alimentaire. Produire jusqu'à 5 milliards de tonnes de céréales, par exemple, signifie de doubler plus que la récolte mondiale actuelle. Aux États-Unis, les gens disent, nous, les agriculteurs américains, on est capable de nourrir le monde. On entend la même chose en Europe. Nous, les agriculteurs européens, nous pouvons nourrir le monde. Et nous entendons le reste du monde dire, nous aussi, nous pouvons assurer notre sécurité, notre souveraineté alimentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se fait-il pour que ce potentiel n'est pas actualisé? Tout d'abord, le monde entier est dirigé par une dictature financière de Wall Street et la City de Londres, qui ne soucie nullement des gens et en fait promeut ouvertement la dépopulation mondiale. Incapables, selon leurs propres termes, de garder leur pouvoir et de nuire le monde en même temps, ils préfèrent garder leur pouvoir et envisager un monde peuplé de moins de 2 milliards d'êtres humains. Ils laissent à leurs idéologues la tâche de promouvoir cela sous des couleurs noires ou vertes.
Deuxièmement, les ramifications de cette dictature financière, c'est-à-dire les cartels alimentaires et agricoles, dominent ou contrôlent toutes les chaînes de transport, de distribution et de vente des denrées alimentaires, y compris la plus grande partie des terres cultivables du monde. Troisièmement, une idéologie antiproductiviste est promue parmi les populations urbaines dans les secteurs de l'économie de services, majoritaires en nombre dans les pays occidentaux, pariant à la fois sur leur ignorance de ce qu'est réellement une vie productive et sur leur pessimisme culturel induit par les médias et l'industrie du divertissement. Il n'y avait pas de stock de masques ou de tests dans nos États occidentaux pour faire face à la pandémie de coronavirus. Tout comme il y a presque plus de réserves de céréales aujourd'hui pour faire face aux pénuries alimentaires. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et les cartels ont laissé les marchés prendre cette chose en charge. Ainsi, la Chine dispose d'1 an de stock de céréales pour ses besoins, la Russie de 6 mois, les États-Unis beaucoup moins, et l'Union européenne au mieux de 45 jours, probablement bien moins. Dans le cadre de son fameux Green Deal, la Commission européenne a décidé de réduire de 50% l'utilisation des pesticides, de 20% les engrais et de 50% l'utilisation des antimicrobiens pour le bétail et l'aquaculture. Elle prévoit de réserver 25% des terres à l'agriculture bio, alors que c'est 7,5 aujourd'hui. Le fait est que, sous prétexte de s'occuper de nous, ils obéissent à leur véritable maître financier et réduisent les moyens de production sans fournir la moindre alternative pour nous nourrir. Il est criminel de ne pas maintenir des réserves alimentaires. Il est criminel d'avoir fait baisser les prix agricoles en dessous du coût de revient. Il est criminel d'avoir dressé les producteurs du monde les uns contre les autres pour faire baisser les prix qui leur sont payés au profit de cartels mondiaux de céréales, de viande, de semences ou de produits de la mer. Il est criminel que dans les pays les plus pauvres du monde, on accepte des pertes post-récolte de 70% résultant de l'absence de la chaîne du froid et faute de silos capables de protéger les récoltes contre les rongeurs. Il est criminel de contraindre ces pays à payer plus pour le service de la dette envers les organismes financiers que pour la construction et l'entretien d'hôpitaux ou d'écoles. Comme Lino Larouche l'a dit à plusieurs reprises, le modèle de la Compagnie britannique des Indes orientales, une organisation privée qui s'est répandue dans le monde entier, contrôlant les chaînes de production, de transport et de commerce. Cette crise devrait donc être l'occasion de reconnaître le droit absolu de produire de la nourriture et de se débarrasser du système de monopole des cartels. Bien entendu, cela ne peut se faire comme une chose en soi. Cela exige qu'on prive ces cartels de leur financement en provenance de Wall Street et de la City de Londres, en provenance de l'Empire britannique. Pardon. Les politiques criminelles dans le domaine de l'alimentation et de la santé apparaissent en ce sens pour les peuples comme la face visible de l'iceberg de l'oligarchie et deviennent ainsi notre principale arme pour les combattre, pour leur faire comprendre que se battre pour une nouvelle loi Glass-Steagall de séparation bancaire, une politique publique de crédit, une banque nationale, que ce n'est pas une question technique, mais une question très concrète de vie, de vie ou de mort. Le système financier actuel ne peut pas être maintenu par un ordre public injuste qui a muté en un système de chaos et de désordre
basée sur une bulle de tout et n'importe quoi qui tue de plus en plus en se gonflant. C'est pourquoi nous devons revenir et repenser la manière dont nous pouvons inspirer une stratégie basée sur les 4 lois de Lignon-Larouche, car elles représentent l'architecture unificatrice d'un changement. Pour le dire plus concrètement, la seule sortie de secours pour échapper à l'incendie. Puisque je suis en Europe de l'Ouest, je me sens obligé de vous parler un petit peu de quelque chose qui avait bien commencé, mais qui a fini par échouer parce que son environnement n'était pas modelé par un principe cohérent correspondant aux 4 lois de Larouche. Je parle de la politique agricole commune, la PAC, lancée le 30 juillet 1962. La PAC avait 4 piliers, augmenter 4 objectifs, augmenter la productivité, assurer un niveau de vie correct aux producteurs de denrées alimentaires, établir des prix planchers permettant le réinvestissement, garantir l'approvisionnement alimentaire ainsi qu'un prix raisonnable pour les consommateurs. Cela a fonctionné pendant une trentaine d'années sur la base d'un marché unique autosuffisant avec une priorité productive liée au progrès industriel, des tracteurs modernes, des intrants, de l'irrigation, plus une solidarité financière et une préférence communautaire au sein de l'Europe. Les aides et soutiens financiers étaient accordés sous la forme d'un prix minimum garanti aux producteurs, appelés les aides indirectes. En conséquence, les membres du marché commun, comme on l'appelait à l'époque, sont devenus autosuffisants et l'Europe occidentale est devenue le deuxième exportateur mondial de denrées alimentaires. Les exploitations agricoles ont connu une croissance modérée et l'ensemble du secteur agricole a connu une période de prospérité relative malgré sa profonde et rapide transformation. Aujourd'hui, nous avons tous les agriculteurs européens qui protestent désespérément, otages des banques et vivant de subventions, qui se sont endettés, travaillent dur et gagnent très peu, leurs fils et leurs filles abandonnant leurs fermes pour aller dans les villes. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Tout d'abord, sous la pression de la dérégulation financière mondiale, la politique commune agricole a été modifiée dans les années 90, la même période caractérisée par la désindustrialisation, la règle bancaire et la déréglementation, principalement en France, mais aussi dans le reste de l'Europe occidentale. Les aides indirectes basées sur la garantie des prix ont disparu, ont été remplacées par des aides dites directes, proportionnelles à la surface des exploitations. Cela s'est fait sous la pression de l'OMC, sous le prétexte d'éviter les distorsions de prix. En conséquence, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat des denrées alimentaires, les aides découplées de la production sont principalement destinées aux grands propriétaires terriens, tels que la reine d'Angleterre, le prince de Monaco et le duc de Kent. Les petits et moyens agriculteurs ont été étranglés par la baisse des prix et la diminution des aides. Leur seule option était soit de partir, soit d'être encore plus étranglés par les banques. Dans la banque des agriculteurs, le Crédit Agricole, qui est devenu une banque comme toutes les autres, et pire encore pour ses anciens clients. Le budget de l'Union européenne pour l'agriculture a été réduit en pouvoir d'achat et a diminué en pourcentage du budget total de l'Union européenne. Ajoutez à cela la vulnérabilité de tous les producteurs au système des taux de change flottants, les moyens ou les petits coulent et les grands deviennent de plus en plus des experts des marchés de Chicago plutôt que des vrais agriculteurs. Aujourd'hui, on parle surtout de remplacer les aides directes basées sur les surfaces agricoles
par des aides à l'environnement et au climat, dont seuls les très gros producteurs peuvent bénéficier. Il s'agit d'une politique de désertification et de dépeuplement agricole dans un contexte de dépeuplement du monde vert. Sous la dictature financière. Dans le cadre de ce système, il est proposé quelques sparadraps qui sont peut-être relativement utiles, mais qui ne sont pas de nature à changer la donne. Par exemple, il est proposé que la répartition des aides soit basée non pas sur la surface des exploitations, mais sur le nombre de personnes qui y travaillent. D'autres demandent des stocks de sécurité alimentaire contre l'instabilité des marchés, des prix équitables et des mesures pour lutter contre la faim dans le monde. De bonnes intentions, mais rien qui n'aborde la profondeur du défi. Notre engagement est précisément de le faire, d'aller à la racine du problème. La politique agricole commune a échoué parce qu'elle ne s'est pas occupée de son environnement global. Même chose pour les prix de parité aux États-Unis. Vous ne pouvez pas le faire dans un système qui crée toutes les conditions pour aller dans la direction opposée. En outre, même dans ses meilleures années, la PAC était principalement défensive. En termes français, une sorte de ligne Maginot, condamnée à échouer sous les attaques de flanc ou les attaques d'en haut. Et alors qu'elle a temporairement résolu la crise alimentaire en Europe occidentale, elle n'a rien fait pour organiser les marchés et les stocks alimentaires au niveau nécessaire d'une alliance avec d'autres nations dans le monde. Il est clair que nous avons maintenant, avec les 4 lois de Larouche, non pas comme un mantra, mais comme une feuille de route pour la lutte, les moyens de rompre avec les règles du jeu existants. Ce qui n'a pas été fait par la PAC. Mais pour cela, nous devons inspirer et faire pression sur les peuples du monde afin qu'ils fassent pression sur leur gouvernement. C'est une question de vie ou de mort. Et ça ne peut être... il faut un engagement tenace avec un sens de victoire. C'est pourquoi, en guise de conclusion, permettez-moi de vous parler de 2 choses. D'abord, sur ce qui peut inspirer. Il y a bien sûr les 4 lois de Larouche. Ma réponse explorerait en relevant les défis qu'ils posent. Il y a leur application que nous avons décrit dans nos 2 derniers programmes. Construire un système de santé mondial maintenant. Le Larouche Apollo, la mission Apollo de Larouche pour vaincre la crise pandémique mondiale. Et j'ajouterai au-delà de la crise pandémique. Et ensuite, le plan Larouche pour la réouverture de l'économie américaine. Le monde a besoin de 1,5 milliard de nouveaux emplois productifs. Ce n'est que par cette vision globale, loin de tout esprit de clocher, mais basée sur un développement dynamique, que nous pouvons inspirer les personnes qui sont aujourd'hui noyées par l'information et constamment plongées dans des situations les conduisant à des échappatoires émotionnels. Des 2 côtés de l'Atlantique. C'est par notre exemple personnel et un sens tenace de directionnalité que nous pouvons les amener à devenir des organisateurs politiques libres. Enfin, je voudrais ajouter à cela un exemple directement lié à notre sujet, c'est celui des maisons familiales rurales, le MFR. Un projet lancé en France par l'abbé Granereau, un curé de campagne qui a introduit une nouvelle façon d'apprendre dans les zones rurales de France et au-delà. Il existe aujourd'hui 432 de ces maisons rurales en Europe, 112 en Amérique latine, 118 en Afrique
en Mauritanie, en République démocratique du Congo, Guinée, et dans l'océan Indien et quelques-unes en Asie. En France, cet enseignement est géré en association avec l'État et les collectivités locales, avec l'accent sur l'implication de la famille. L'abbé Granero est le fils d'une famille de paysans qui très tôt a remis en cause à la fois l'organisation napoléonienne et pyramidale du système éducatif français et le fait que l'enseignement public conduisait les meilleurs fils de paysans à abandonner l'agriculture, à quitter la campagne et à rompre souvent, très souvent, de rompre avec leur famille traditionnelle. Granero décide alors de résoudre le problème en lançant un nouveau système qui lui est propre, que les familles peuvent s'offrir et qu'il appelle, pour les inspirer, il demandait l'aide de Notre-Dame de la Révolution sociale. Son idée était de faire en sorte que les élèves en âge de fréquenter le lycée résident une semaine par mois dans un foyer d'enseignement pour y suivre une formation professionnelle qu'on dispensait non loin de leur domicile et qu'on dirigeait conjointement avec les familles et plus tard avec les enseignants. And run jointly with their families, and also with the teachers. The program ran from Le November. programme se déroulait de novembre à avril afin que les parents puissent garder leurs enfants le reste du temps pour travailler à la ferme. L'enseignement était payé par les parents et le statut des élèves était celui d'un apprenti. Pendant les 3 autres semaines du mois, les élèves recevaient 2 heures de devoirs par jour, chaque jour, et il en fait. La clé de son succès était la responsabilité associative des familles, l'intégration familiale, le respect de la personnalité individuelle de chaque élève ou étudiant et la promotion d'actions de développement social. They were not like units, they were persons. And the promotion of actions of social development, visits to farms. Ils allaient visiter les fermes produisant des outils modernes, des tracteurs ou des engrais. Going for advice on various pour prendre conseil de tous ceux qui pouvaient aider à développer la production. Granero a commencé en 1935 avec 3 agriculteurs engagés pour soutenir son projet et 4 apprentis. Il a réussi en une trentaine d'années à changer le destin du monde rural et à éviter, à l'époque, son avilissement. Le secret de sa méthode était d'être très rigoureux et en même temps de responsabiliser les étudiants. Pour chaque activité, l'un d'entre eux était désigné comme responsable, pour les autres. Son rôle était de donner à tous un enseignement de bon niveau, redonnant leur dignité à ses frères agriculteurs et une connaissance des nouvelles méthodes de production dans le cadre de ce qu'il appelait une éducation des âmes. Pour Granero, un bon agriculteur devait être ce qu'il appelait un scientifique de la terre. Lorsque le nombre d'élèves et d'étudiants était suffisant, il séparait les fonctions d'enseignement sous la direction d'un bon et dévoué professeur du lycée agricole de Purpan, l'école de haut niveau de Purpan à Toulouse, et celle d'orientation dont il était responsable à plein temps. Granero cherchait à créer des leaders paysans pour entrer dans le nouveau monde à venir avec des principes chrétiens. Il a inventé
en route, sur la route, une méthode active basée sur l'exploration, la coopération, la participation et la confiance mutuelle. Il a lui-même changé durant toute sa vie. Il a créé une section pour les jeunes femmes et les jeunes filles, puis a organisé une école mixte, qui à l'époque était absolument scandaleux, en promouvant soigneusement le respect mutuel des deux sexes, et enfin a ouvert ses écoles à toutes les familles, comprenant que la notion de famille et de respect mutuel était essentielle et au-dessus des affections religieuses, des affiliations religieuses. Excusez-moi. Beaucoup de gens, ça a choqué, mais lui, ça lui plaisait. Je suis convaincu qu'une telle approche, basée sur le respect de chaque esprit individuel et le service de l'autre, devrait être pris en considération comme une inspiration pour nos méthodes d'éducation. Non pas sur quoi Larouche fait souvent des polémiques, non pas pour les imiter, les copier à la lettre, mais pour suivre son esprit d'exploration et de créativité. Dans les pays où la culture agricole est ancienne, comme en Afrique, cela pourrait être un modèle pour assurer la transition du travail agricole, comme cela a été le cas en France. Le cas de Granero est également une bonne référence pour changer les choses. Nous devrions nous-mêmes réfléchir beaucoup plus à ce que Larouche a fait au début, rassembler quelques personnes dans un projet pilote abordant non pas des questions académiques, mais de haut en bas, les principaux défis de notre temps et envoyer des mémos et lancer des débats tout le temps avec les quelques personnes autour de lui. C'est alors que ça marchait, c'est alors que l'on ressent la plus grande excitation dans ce processus. C'est là où ça suscite la plus grande excitation à discuter, à débattre, à enrichir un programme et en même temps, et même la plus grande excitation à que ce programme puisse devenir une réalité. Parce que ça inspire. Faisons-le. Thank you, Jacques. We're now going to hear from Diogène Seny, the founder of the Pan-African League, and he's speaking on the topic Thrive or Perish, an introduction to the geopolitics of hunger and poverty. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance à l'Institut Schiller de m'avoir associé à cette discussion en ce moment si particulier. Mesdames et messieurs, loin de l'événement ponctuel, les circonstances dans lesquelles cette conférence se déroule revêtent tout du moment historique, car les énormes conséquences sanitaires, économiques et sociales liées à la Covid-19 réagissent tels des défis et des affronts lancés aux sociétés et aux hommes, au sens de l'historien britannique Arnold Toynbee. Pour une fois, nous allons lier les questions de la faim, de la pauvreté et de la santé avec l'histoire. Non pas uniquement dans sa fonction mémorielle, mais aussi et surtout prendre l'histoire comme la plus puissante manifestation de l'énergie sociale et de la volonté de l'homme de se survivre. Storicisme, autrement dit l'historicisme, disent les Italiens, est l'acte par lequel on crée sa propre action, sa propre pensée, sa propre poésie en se mouvant à partir de la conscience présente du passé. Nous savons qu'au moins 13 milliards d'êtres humains, soit 2 fois la population mondiale actuelle, sont susceptibles d'être nourris par l'agriculture mondiale. Par conséquent, la destruction des dizaines
de millions de femmes, d'enfants et d'hommes par la faim est indigne d'un siècle aussi riche. Peut-on sérieusement envisager des alternatives à la faim, à la pauvreté et à la santé en entretenant une amnésie historique en matière des droits économiques et sociaux des peuples? Luttons contre l'amnésie. Mesdames et messieurs, qui se souvient que le tiers de morts civils et militaires de la Seconde Guerre mondiale le furent à cause de la sous-alimentation, de la tuberculose et de l'anémie, que de tas de cercueils s'étaient entassés dans les églises d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye à cause de la faim. Et surtout qu'en Pologne et en Norvège, certaines familles survécurent en mangeant des rats et des écorces d'arbres. 1947, 2 ans après cette effroyable tragédie, qui se souvient de cette attaque de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne dans le cadre de la commission chargée d'élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite, « Nous voulons des hommes libres, pas des esclaves bien nourris ». Fin de citation. Et de la réponse aussi directe de son homologue ukrainien, je cite, « Même les hommes libres peuvent mourir de faim ». Fin de citation. Cet échange illustre le début d'un nouvel ordre géopolitique, c'est-à-dire la guerre froide, faisant ainsi échec à la reconnaissance des droits économiques et sociaux dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Or, comment croire que les droits civiques et politiques peuvent être opérants sans les droits économiques et sociaux? Il a fallu attendre 45 ans, presque un demi-siècle, en juin 1993, pour que l'ONU adopte à Vienne une nouvelle déclaration rendant indivisibles et interdépendants tous les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Hélas, que de temps perdu. Les désillusions de la fin de la guerre froide. Mesdames et messieurs, l'espoir soulevé par la fin de la guerre froide en matière des droits économiques et sociaux sera très vite retombé, car la puissance planétaire des sociétés transcontinentales de l'agro-industrie et des hedge funds, ces fonds qui spéculent sur les prix alimentaires, les terres arables, les semences, les engrais, les crédits, etc., nettement supérieurs à celles des États. La faim n'est pas une fatalité, elle tient du crime organisé. 90% des paysans du Sud au XXe siècle n'ont comme outil de travail que la houe, la machette et la faux. Les rapports de la FAO dans les années 2010 indiquent que 500 millions de cultivateurs du Sud n'ont accès ni aux semences sélectionnées, ni aux engrais minéraux, ni aux fumiers et ne possèdent pas d'animaux. L'écrasante majorité des cultivateurs de l'Inde, du Pérou, du Burkina Faso, du Niger, de l'Équateur, ne disposent d'aucun système d'irrigation. Comment s'étonner qu'un hectare de céréales donne environ 700 kg contre 10 000 kg pour le même espace pour leurs collègues de la Gironde en France? Nous l'avons déjà dit, la faim n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de la volonté de quelques-uns. Et c'est par la détermination des hommes qu'elle sera vaincue. Quelques exemples pour illustrer les situations de prédation de multinationales de l'agroalimentaire en Afrique. Au Cameroun, en 2006, on se souvient de la lutte admirable du comité de développement de Ndo, regroupant les syndicats paysans de la société civile contre l'accaparement de 11 000 terres arables par la SOSUCAM, Société sucrière de Cameroun, entendu, autorisée par le gouvernement camerounais. Il convient de préciser que la SOSUCAM est la propriété d'Alexandre Villegrain, un industriel français, et que cette société avait déjà acquis 10 000 hectares au Cameroun en 1965. Ici, le continuum colonial bat encore son plein dans le domaine économique. Au Sénégal, ce sont les grands domaines sénégalais, dits GDS, appartenant à des groupes financiers français, espagnols, marocains, et qui ont acquis des dizaines de milliers de terres arables à Saint-Louis, privant les paysans d'espace nécessaires pour la culture vivrière. Comme au Cameroun, les cultivateurs du Wallo, réduits à des récoltes modestes sur 1 hectare de riz, s'organisent pour résister avec beaucoup de dignité. Au Nigeria, au Bénin, au Mali, les hedge funds internationaux s'appuient aussi sur des oligarques locaux pour organiser les accaparements des terres. C'est ainsi que des riches marchands de Sokoto et de Kano ont mis la main sur des dizaines de milliers d'hectares de terres vivrières. Au Bénin, ce sont les barons politiques et économiques qui accumulent des hectares laissés volontairement en friche en attendant de les revendre plus cher au lieu d'investir dans la contrée de Zou, ancien grenier du blé du Bénin. Enfin, on note la même
mécaniques marchandes au Mali, où des riches hommes d'affaires de Bamako ont l'habitude d'acquérir des terres arables à vil prix en vue de les revendre à prix d'or auprès des princes saoudiens ou des hedge funds de New York. En conclusion, mesdames et messieurs, la ruine de l'économie et les catastrophes qui s'annoncent suite à la pandémie du coronavirus relèvent de ce qu'on appelle la fin conjoncturelle. Sa particularité réside dans la soudaineté et l'imprévisibilité des dégâts générés hautement visibles. Son caractère spectaculaire ne doit pas nous aveugler sur ses véritables causes. Or, ce qui est décrit tout le long de cet exposé relève de la faim structurelle. La faim structurelle a des causes profondes, elle est permanente et peu spectaculaire, détruisant psychiquement et physiquement des millions d'êtres humains. La faim structurelle expose des millions de mères sous-alimentées à mettre au monde des enfants déficients. Mesdames et messieurs, à l'appel à l'alternative « Prospérer ou périr » de cette conférence, nous le précéderons par le mot « unité ». Car pour nous, panafricanistes, la question de la faim relève moins de la sécurité alimentaire que de la souveraineté alimentaire. Seule l'unité politique nous donnera les armes nécessaires destinées à protéger l'immense ressource des terres arabes sur tout le continent africain. C'est à ce prix que la souveraineté alimentaire sera garantie à tous les Africains. Umoja ni nguvu, autrement dit, l'union fait la force. Je vous remercie. Nous allons ensuite voir Walter Formento, directeur du Centre de recherche d'Argentine. Son sujet est l'Amérique du Sud sur la nouvelle route multipolaire. Je m'appelle Walter Formento, je suis le directeur du Centre de recherche politique et économique, le CIEPE, et également membre du réseau latino-américain des sciences sociales qui est présent sur les 5 continents. Cela signifie beaucoup pour nous de participer à cette conférence et nous espérons pouvoir contribuer au dialogue qui s'amorce ici. En ce qui concerne le développement et les contributions de la nouvelle route de la soie et du pont terrestre mondial qui nous ont rassemblés ici, nous pensons que l'Amérique du Sud, qui s'étend du Mexique à l'Argentine, Brésil, en passant par la Colombie, le Venezuela, le Pérou, la Bolivie et le Paraguay, a, dans son histoire hispano-américaine et sud-américaine, une accumulation réelle et concrète de capacités pour construire des souverainetés, des industries stratégiques, la science et la technologie, tant pour contribuer que pour recevoir. Cela trouve sa source dans chacune de ces nations individuellement, mais aussi dans cette communauté sud-américaine plurinationale. Fondée sur les origines communes hispano-américaines et plus spécifiquement encore sur la période 2001-2015 où s'est bâtie l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, et le CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, regardons d'abord l'Argentine. Cette nation sud-américaine a lancé le développement de ses industries stratégiques dès 1805-1807, lorsqu'elle a engagé le combat contre les invasions britanniques. Au début du XXe siècle, ce processus s'est poursuivi avec le développement de ses industries énergétiques liées au pétrole et de ses projets hydroélectriques en interagissant toujours avec le contexte international et en recevant des informations en retour dans ce cadre. À partir de la Grande Dépression provoquée par la crise systémique de 29-44, l'Argentine ainsi que le Chili et le Brésil, l'alliance ABC, ont approfondi leur développement souverain en renforçant leurs transports ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que leurs industries automobiles et aéronautiques qui sont alors devenues la base du développement de leurs industries aérospatiales et sous-marines.
Bien que ces industries aient toujours maintenu des liens à l'international, elles ont toujours collaboré entre elles, ce qui leur a permis d'assurer conjointement leur développement scientifique et technique. Cela a été, une fois de plus, fonction du contexte international favorable à l'Amérique du Sud, et notamment à l'Argentine, au Brésil et au Chili. Donc, dans le cas de l'Argentine, à partir de 1946, ce processus positif a conduit à la création entre 1963 et 1991 d'une matrice industrielle, technologique et scientifique publique-privée gérée par l'État, dans laquelle 80% des biens et des services et des pièces détachées nécessaires au développement national étaient produits dans notre marché intérieur. Donc, cela a également permis de consolider une réalité sociale dans laquelle 90% de la main-d'œuvre était officiellement employée, avec une forte composante universitaire, technique et professionnelle, et dans laquelle la main-d'œuvre au chômage était également officiellement reconnue. Du point de vue des valeurs, il s'agissait donc d'une réalité sociale intégrée et engagée. C'est pourquoi l'Amérique du Sud, ou l'Amérique hispanique, reconnaît, sur la base de sa propre expérience, toute l'importance de développer un complexe national stratégique, industriel et technologique, mais aussi une communauté de nations sud-américaines. La guerre et la défaite que l'oligarchie anglo-néerlandaise, basée à Londres et à New York, a imposée à l'Argentine et à l'Amérique du Sud, avec une véritable vengeance, commençant par le coup d'État de 1976 en Argentine et suivi par la période de la guerre des Malouines de 82 à 91, on finit à ce cercle vertueux et ouvert un cycle de décadence imposé par le néolibéralisme financier mondial. Ainsi, aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons à la nouvelle route de la soie et au nouveau système financier multipolaire, au pont terrestre mondial et au renforcement des capacités productives de l'humanité et de la nature qu'il permettra, y compris dans le dialogue des civilisations, nous considérons que tout cela est de bon augure et plein d'espoir. Nous sommes appelés à nous engager, à contribuer et à faire connaître ces initiatives en faveur de l'aérospatiale, des transports et des nouvelles technologies énergétiques. À certains égards, nous en faisons déjà partie. Il y a le corridor de transport ferroviaire bi-océanique depuis le Brésil, traversant la Bolivie et se terminant au Pérou. Nous sommes également impliqués dans la modernisation d'une ligne ferroviaire qui s'étend depuis Buenos Aires, avec ses usines et ateliers de maintenance, de machines et de wagons, et de la province de Santa Fe jusqu'à Cordoue, Chaco, Salta, Jujuy au nord, pour établir à la fin une connexion à la ligne principale. Dans un commun effort, la Russie avec l'Argentine fournit des composants et de nouvelles technologies. Nous construisons un nouveau système ferroviaire moderne, capable de développer cette zone encore plus. Nous développons également des réacteurs nucléaires, utilisant la technologie chinoise et argentine, ainsi que de nouveaux projets hydroélectriques dans le sud de la Patagonie, près de l'Antarctique et des îles de l'Atlantique Sud, avec leur route interocéanique naturelle qui relie les trois grands océans, l'océan Indien, le Pacifique et l'Atlantique. Après 2008-2010 et jusqu'en 2014, la crise financière de 2008-2009 a de nouveau paralysé le monde, qui a tourné autour des résultats financiers spéculatifs. Mais aujourd'hui, il y a un autre monde, le monde multipolaire vu du point de vue du pont terrestre mondial, le monde de la nouvelle route de la soie, engagé à interagir avec tous les continents et avec toutes les nations pour un développement pacifique et harmonieux, intégré dans une nouvelle réalité pour toute l'humanité et pour la nature. Nous sommes une partie engagée dans ce processus. Nous nous considérons comme engagés
en pensée, en pratique et en action, engagés tout au long de notre histoire. Celle-ci est notre première contribution à ces conférences que vous organisez et qui nous relient aux 5 continents et aux acteurs qui représentent la grande puissance historique. Dans ce nouvel engagement pour l'humanité, et la nature, en vue d'établir une inclusion sociale et intégrale. Je vous envoie un chaleureux abrazo. Je vous envoie un chaleureux abrazo et j'espère pouvoir contribuer davantage pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. I send you a warm abrazo and hope to be able to contribute further to answer any questions you may have. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Fomento. Merci beaucoup, M. Dovanto. We have gone from Europe to Nous, Africa, to South nous sommes allés de l'Europe à l'Afrique, à l'Amérique du Sud et nous allons maintenant aux Caraïbes pour appeler l'ancien sénateur Tobago, l'importance des Caraïbes pour faire ou refaire les nouvelles routes de la soie. Bonjour, je m'appelle Kirk Megu, je suis économiste politique, diffuseur et ancien sénateur de Trinité et Tobago dans les Caraïbes. C'est un réel plaisir d'être ici, de participer à cette conférence avec l'Institut Schiller et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je suis un ami du mouvement Larouche et de l'Institut Schiller depuis plusieurs années maintenant. Il y a tellement de choses que nous partageons, il y a beaucoup de projets sur lesquels je veux que nous collaborions. Celui-ci est certainement l'un d'entre eux. Maintenant, je suis également membre du parti de l'opposition officielle. Nous avons des élections à venir cette année et nous espérons prendre le gouvernement. La plateforme, le manifeste de notre parti, et cela date d'avant la crise Covid, appelait à créer 50 000 nouveaux emplois. Et dans notre petite économie, où nous avons 1,3 million d'habitants, la main-d'œuvre est d'environ 650 000 habitants. Et donc, 50 000, c'est un nombre important. Cependant, avec le confinement du Covid-19, et ce qu'il a fait à nos économies et à l'économie mondiale, nous devons augmenter ce nombre et au moins à 150 000. Et nous pouvons le combiner au programme du mouvement Larouche pour 1,5 milliard d'emplois productifs dans le monde. Et il y a une synergie incroyable. One of the things that I'm always concerned about is that we, small states in the Caribbean, we are actually one of the bigger islands with over 1 million population. Like Jamaica has 2 million, a little over 2. We have 1, and many of the other islands are much, much smaller. There's a tendency for us to be overlooked, for us to be forgotten in such schemes. And that is part of our lack of development here. But it is not just a matter of a lack of development. It's also the type of development we've been undergoing. I'm also part of a tradition of intellectuals here, started in the 1960s, soon after our Mais ce n'est pas seulement... Alors, je fais également partie ici d'une tradition d'intellectuels qui remonte aux années 1960, peu après notre indépendance formelle appelée le Nouveau Groupe Mondial. C'est incroyable parce que le chevauchement qui existe entre le mouvement Larouche au niveau de notre analyse et de nos objectifs et nos solutions est saisissant. J'ai toujours trouvé que c'était une chose incroyable et c'est juste une autre illustration de la façon dont la vérité est une. Et nous pouvons tous arriver à la même vérité à partir de nos points de vue parfois très différents dans le temps, l'espace, des circonstances. Mais c'est certainement un de ces cas. Pour les Caraïbes, le point que je fais au sujet de l'inclusion des Caraïbes,
dans ce programme mondial que l'Institut Schiller et le mouvement LaRouche proposent n'est pas seulement une question de charité. Parce que ce que le mouvement LaRouche propose, c'est la fin du système transatlantique, ce que l'on pourrait appeler traditionnellement l'impérialisme. C'est un système impérial, de système post-colon, si vous voulez le dire dans ces termes. C'est précisément ce que nous réclamons depuis des décennies nous-mêmes. Parce que, voyez-vous, les Caraïbes ont une place spéciale dans ce système économique mondial moderne de 500 ans, que nous devons comprendre, car notre participation à ce système était centrale. Les Caraïbes ont été le point de départ du monde moderne. C'est là que Colomb est venu lors de son voyage. C'est là qu'a démarré la première production mondiale de sucre, de rhum, d'alcool, qui a enrichi New York, Boston, la côte est des États-Unis et a alimenté la révolution industrielle. L'organisation de ces immenses plantations dans les Caraïbes a été un précurseur du capitalisme industriel en Europe. Et nos grands intellectuels, tels que Dr. Eric Williams, notre Premier ministre, en a parlé dans son livre fondateur de 1944, Capitalism and Slavery, Capitalisme et l'esclavage. Donc, en analysant tout cela, nos propres expériences, nous avons eu une longue expérience. Nous représentons le côté obscur de cette modernité. Bien sûr, la modernité a apporté beaucoup de bien au monde, mais dans les Caraïbes, ce type d'économie est devenu, disons, depuis au moins les années 80 et 90, ce système néolibéral, et il part vraiment du système de l'esclavage dans les Caraïbes. Parce que, si vous y pensez vraiment, ces économies ont été fondées sur le travail des esclaves, qui est de la main-d'œuvre agricole importée à bon marché ou voire même gratuitement, et il a décimé des économies locales. Nous ne faisions rien par nous-mêmes ici. Tout tournait autour de la production de sucre, principalement. Parfois, d'autres personnes avaient d'autres cultures, mais quoi que ce soit que les premiers colons anglais aient fait ici pour leur propre développement, tabac, culture, vivrière, etc., c'était des colonies au vrai sens du terme. Ce système impérial dont les Caraïbes étaient au centre, cette production mondiale de sucre et le commerce triangulaire dont nous étions le centre, c'est en fait ce qu'il se passe aujourd'hui dans le reste du monde. Et quand ils l'ont établi, ce système ici, ils ont dû vider les agriculteurs indépendants. Ils ont dû racheter tous les propriétaires fonciers indépendants afin que les grands producteurs de sucre puissent posséder toutes les terres, contrôler toute la production dans un système mondial d'exportation de matières premières où la valeur ajoutée se ferait ailleurs et vous vous séparez de toute la chaîne de production. Donc, qu'est-ce que cela voulait dire? Ça signifiait qu'il n'y aurait pas de fabrication ici. Ça signifiait que nous étions connectés à la métropole plutôt qu'à nous-mêmes. Et ainsi, par exemple, il est plus facile pour nous à Trinidad d'aller à New York et il nous coûte moins cher de nous y rendre par avion que d'aller dans une île voisine, comme Curaçao, ou même Antigua, ou Saint Kitts. Parce que nos communications et nos infrastructures étaient toujours liées à la métropole. Nous n'avions pas d'économie intérieure et de la manufacture. Nous ne fabriquions pas nos propres vêtements. Nous ne produisions pas notre propre nourriture. Nous ne fabriquions pas non plus nos propres produits et services de base pour survivre. Ils étaient tous créés et importés. Nous étions une pure économie d'import, export, et nous le restons, que ce soit dans le tourisme, dans la banque offshore ou dans le pétrole et le gaz, comme nous l'avions à Trinidad et à Tobago. Donc nous voulons, avec cette question et ce problème nous luttons contre ce problème depuis très longtemps. Nous en avons une idée
approfondie sur ce système que nous pouvons offrir au monde. Et ce que nous voyons, c'est que ce même processus se produit partout dans le monde, dans d'autres pays. C'est donc comme si ils avaient adopté ce premier modèle pionnier dans les Caraïbes qui a produit d'énormes inégalités, une énorme misère, un énorme sous-développement. Et c'est cela que le système transatlantique projette dans tous les pays du monde. Donc maintenant, résoudre les problèmes ici nous aidera à résoudre les problèmes du reste du monde. C'est ici que ça a commencé. Et nous avons posé des défis en raison de notre taille, mais il y a aussi des opportunités. Nos petites sociétés dans les Caraïbes sont comme les petits cités-États de la Grèce antique, où Platon, Aristote et les grands philosophes ont prospéré. C'est comme les cités-États florentines. Leur population était au maximum de 40 000 personnes. Nous vivons dans des sociétés à taille humaine. Et ces énormes mégalopoles qui font partie de l'ensemble du système transatlantique, principalement des centres financiers qui gèrent ces énormes corporations mondiales sans visage, ce sont des environnements inhumains. Et je pense que ce n'est pas une coïncidence qu'une grande partie de la violence que nous voyons dans le monde se produit aujourd'hui dans ces grandes villes où il y a tellement d'anomie, tellement d'annihilation et un manque d'humanité, à l'opposé des sociétés du face-à-face comme celles que nous avons ici dans les Caraïbes, qui ont produit une créativité et des penseurs incroyables comme Naipaul, comme Sir Arthur Lewis, comme Derek Walcott, ou même C.L.R. James, des penseurs qui viennent de si petites îles. Donc, tout ceci est un plaidoyer, un rappel, à réfléchir à la façon dont nous pouvons prendre nos territoires périphériques qui semblent être des valeurs aberrantes dans le système mondial, mais qui étaient essentielles pour le développement du système mondial moderne. Et j'ose dire, nous pouvons jouer une partie essentielle de la refonte de ce système mondial et un système mondial plus humain. Donc, je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de faire cette présentation. Et j'attends avec impatience vos questions et une interaction avec vous, ainsi qu'un partenariat à l'avenir. Merci beaucoup. Merci. The next video, which is done by Mike Calicrate. Thank you, Dennis, and thank you, Schiller Institute, Mrs. LaRouche, and the excellent panelists and participants throughout the world. Look at the state of farming and food in the world, and you see huge disruptions. Just one little microbe and the new coronavirus coming on top of a system already in breakdown has led to terrible things. There is a disaster in the meat industry. The mega global cartelized packing houses from Australia to Germany to the Americas are in a breakdown crisis as workers get sick and live in poor conditions. Masses of meat animals are stranded and the farmers are hit hard as they're forced to kill their livestock. There are disasters in the fruit and vegetables. Thousands of workers who travel between countries and work in hard and poor conditions in fields and orchards are sick from California to Spain and the Middle East. It's so bad, Doctors Without Borders went to Florida last month to care for thousands of poor farm workers who had nowhere to turn. In Canada, 60,000 such workers, one half of them from Mexico, are getting hit. And with the sickness hitting so many Mexican workers in Canada, Mexico's government suspended travel this week until something can be worked out. There is a disaster in the staff of life. Wheat, corn, rice. It is fortunately not because of bad crop failures somewhere, except for the locusts in Africa and South Asia.
but because we are growing far too little grain. Period. Lyndon LaRouche would say that the way to think of how much food the world needs is to start with 24 bushel of corn of total grains per person. C'est-à-dire 720 kilos par personne par an. Ça signifie que nous devrons avoir une récolte mondiale de 5 milliards de tonnes, toutes sortes de céréales confondues, y compris le riz. Actuellement, on fait moins de 3 milliards de tonnes, mais cette augmentation impliquerait assez pour le pain, les nouilles, les tortillas, tout ce que vous voulez, du lait, de la viande, des œufs, etc. Plus, il faut y rajouter 25% de plus pour des stocks, pour les réserves, alors qu'actuellement, avec l'OMS, ça n'existe pas. C'est biblique. Cette année de vaches maigres et cette année de vaches grasses, nous devrons avoir des silos de stockage et des entrepôts dans le monde entier, des silos de céréales, de fromage, de beurre, de sucre et d'autres produits de base. Il faut des stocks physiques, des réserves en cas de tempête, d'épidémie, d'incendie, de criquets. Nous devons doubler la production alimentaire mondiale. Au lieu de cela, nous avons eu des décennies de ce qu'on appelait une politique de la famine. Les réseaux de la City de Londres et de Wall Street ont tellement cartélisé la chaîne agroalimentaire qu'ils peuvent, ce qu'ils appellent, récolter de l'argent. Oui, récolter de l'argent. Ils décident où et comment tout est produit et qui peut manger, qui a le droit de manger et qui n'a pas le droit. Ils ont arnaqué les producteurs avec des prix inférieurs au coût de revient et font des bénéfices records sur le consommateur en augmentant les prix de vente au détail. Et c'est comme ça qu'on organise la faim. Pas étonnant que nous sommes vulnérables à des criquets et aux maladies. Les criquets qui viennent de l'Asie du Sud et se dirigent et de l'Afrique de l'Est, maintenant se tournent vers l'Ouest. D'ici le mois d'août, ils peuvent atteindre la Mauritanie. Il faut les arrêter. Un collègue du Colorado, on parlera davantage des conditions physiques liées au simple fait de récolter de l'argent au lieu de la nourriture. Et nous entendons bientôt parler de la ceinture céréalière mexicaine. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de ressources. Nous sommes à l'ère de l'astronaute fermier. Nous pouvons produire de la nourriture pour tous. Et ce n'est pas comme si on n'avait pas tous donné... C'est comme on nous avait tous donné une pilule pour nous rendre stupides. Sauf que cela vient de l'ère du divertissement et des médias et du monopole de l'information. Nous avons tous été montés les uns contre les autres et cela doit cesser. Les fermiers contre les citadins, une nation contre une autre. On parle beaucoup de la concurrence dans le commerce alimentaire mondial et de l'importance d'avoir, soi-disant, des règles du jeu équitables. Tout ça, c'est de la foutaise. On n'est pas dans un jeu. On n'est pas sur un terrain de jeu. On parle de la nourriture, nos propres moyens d'exister. Les fermiers allemands descendent dans la rue avec leurs tracteurs pour défendre le droit de produire de la nourriture. En conclusion, je pense à Lincoln dans les années 60, 1860, quand toute la nation américaine se battait. En fait, les Britanniques ont envoyé des forces pour aider à démanteler la nouvelle nation. Pourtant, pendant la guerre civile et la dépression, en un an seulement, Lincoln et d'autres ont mis en place des mesures en faveur de la science et créant l'espoir. Ils ont créé des collèges agricoles à vocation scientifique, le système dit de Land Grant. Ils ont développé tout le Midwest avec le Homestead Act. Ils ont étendu le chemin de fer à travers tout le pays, créé des corridors de développement et créé un nouveau système de crédit avec les greenbacks. Dans cette même tradition, 100 ans plus tard, la révolution verte scientifique s'est répandue avec Wallace et Burlock. Ils avaient lancé cette révolution au Mexique, les États-Unis ensuite, pour gagner l'Inde et le reste du monde, et la Chine, qui a fait l'Inde en autosuffisance en 1974 et la Chine
en 1984, faisant en sorte que le monde entier soit autosuffisant en matière d'alimentation. Mais commençons par l'Afrique dès maintenant, sur une base de l'urgence, et ensuite ouvrons l'univers. Merci. Maintenant, je prends l'occasion pour introduire Mike Calicra, qui est de l'organisation Les Marchés Compétitifs. C'est un éleveur du Kansas. Merci. I also produce livestock on my operation in Northwest Kansas, which I've done for the last 45 years. But my focus has really been. Donc, je m'appelle Mike Calibrate, je suis à Colorado Springs, dans le Colorado. J'ai une entreprise appelée Ranch Foods Direct et je produis également du bétail dans mon exploitation du nord-ouest du Kansas. Et je fais cela depuis 45 ans. Mais mon objectif a vraiment été d'essayer de construire un système alimentaire alternatif au système industriel que nous avons actuellement. Lorsqu'on m'a posé la question « prospérer ou périr », ça m'a fait penser au livre de David Montgomery, « Saleté ». Et dans son livre, Montgomery parle de l'érosion des civilisations et de l'importance des sols. Sans terre, nous n'avons fondamentalement pas de vie. Donc j'en viens à cette question de l'humanité prospérera-t-elle ou périra-t-elle? Et de ce point de vue, parce que je pense que le sol est essentiel à notre survie en tant qu'être humain. L'appauvrissement et l'alimentation d'une civilisation sont directement liés à la consolidation et à l'industrialisation et à l'approvisionnement alimentaire. La concentration du pouvoir et de la richesse est la plus grande menace pour toute société libre. Plutôt que de créer de nouvelles richesses à partir d'un sol sain, le système actuel exploite et détruit nos terres pour le bénéfice à court terme de quelques sociétés mondiales. Donc voici une photographie du nord-ouest du Kansas où j'habite. Cette photo a été prise le 24 décembre 2013, à la veille de Noël. Et le nuage de terre s'étendait sur 200 miles du Colorado Springs à la frontière du Kansas. Il était à 4000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, 6,5 km de diamètre et se déplaçant à 80 km/h. Donc, cela vient du sol, la destruction de la civilisation actuellement en cours. Une grande partie de la terre végétale de l'est du Colorado a déjà disparu. Je fais des allers-retours entre ma communauté rurale de Saint Francis, au Kansas, et le centre urbain du Colorado Springs, où nous commercialisons les viandes que nous produisons. C'est ce que vous voyez à travers les plaines orientales du Colorado, c'est l'extraction de ces sols, le dépérissement de cette terre végétale. Et auparavant, lorsqu'elle était fertile, elle cultivait des plantes saines qui nourrissaient le bétail et qui devenaient à son tour un aliment pour la consommation humaine. Nous exploitons nos ressources en eau. HBO a réalisé un documentaire intitulé « Industrie de la viande, la fin de l'eau », qui parlait de l'approvisionnement mondial en eau consommée et épuisée. C'est une autre indication que l'humanité va périr si nous ne changeons pas nos manières de faire. Nous pompons la précieuse eau fossile de l'aquifère d'Ogallala pour en nommer qu'une seule parmi d'autres dans le monde qui est pompée à sec au profit de l'agriculture industrielle. Encore une fois, un exemple d'exploitation minière. Nous ravageons l'environnement, nous construisons des fermes industrielles dans des zones basses. Ces zones basses de la côte est de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud sont des endroits où il y a beaucoup de précipitations. Nous installons ces installations dans des zones basses car ce sont des terrains de bon marché. C'est également l'endroit où réside la main-d'œuvre la moins chère. Donc c'est l'exploitation de l'environnement et des travailleurs. Pensez à être un animal dans l'une de ces installations, à l'intérieur d'une de ces granges. Encore une fois, lors de l'ouragan Florence, nous avons inondé les installations de la ferme industrielle. Et plutôt que de laisser sortir ces animaux, ils ont en quelque sorte appris leur leçon. Ils ont gardé les animaux dans la grange où ils sont morts de faim et se sont consommés les uns les autres avant de mourir.
C'est le premier ouragan Floyd où ils ont laissé sortir ces animaux et nous avons donc un mépris total des animaux. C'est ce qui est une autre indication d'un système défaillant dans une société défaillante. Saint François d'Assise a dit « Si vous avez des hommes qui excluront l'une des créatures de Dieu du refuge, de la compassion et de la pitié, vous aurez des hommes qui traiteront de la même manière, qui se traiteront de la même manière avec leurs semblables. » C'est certainement ce que nous voyons aujourd'hui. Ce cartel mondial contrôle le système alimentaire plutôt que de nourrir les personnes qui le soutiennent et consomment. Le résultat est un système alimentaire qui concentre l'argent et le pouvoir au sommet et la pauvreté à la base, tout en compromettant l'accès et la qualité et la sécurité alimentaire. Dans le processus. C'est une citation d'Albert Krebs dans le magazine Agribusiness Examiner. Avec l'aide du gouvernement américain, les gangsters mondiaux ont transformé notre agriculture en une énorme exploitation minière agro-industrielle. Comme les criminels que sont Wesley et Josley Batista de GBS, qui ont été en prison et qui récemment, parce qu'ils ont été considérés comme blanchis, ont été invités à diriger à nouveau la plus grande entreprise de viande du monde, qui s'appelle GBS. Elle a son non-siège social à Greeley, dans le Colorado. Elle fait partie des 4 grands conditionneurs de viande faisant actuellement l'objet d'une enquête pour avoir baissé les prix pour les éleveurs de bétail tout en augmentant les prix pour les consommateurs. Ces hommes ne devraient même pas être impliqués en aucune manière dans une industrie critique, en particulier la nourriture, mais notre gouvernement leur permet de le faire. Alan Savory, je pense, l'a très bien dit, il a déclaré « Nous avons plus à craindre de l'USDA, le département de l'agriculture des États-Unis, que de toute puissance étrangère. L'USDA refuse d'appliquer la loi Packers et Stockyard Act qui aurait empêché le monopole partagé que les frères Batista détiennent avec Tyson, Cargill et Mark Fried, une autre société brésilienne. L'USDA rend la vie des petites entreprises extrêmement difficile, ce qui les empêche de fonctionner et donne l'avantage aux plus grandes usines de transformation de viande qui nous ont laissé tomber dans cette épidémie de Covid-19. Le système alimentaire industriel a échoué face au test de la pandémie du Covid-19. Il n'y a aucune résilience. Il extracte bien, mais il ne crée pas de richesse. Il les aspire, c'est tout. Il détruit même les moyens à partir desquels nous créons de la richesse, c'est-à-dire le sol. À gauche, vous voyez mon magasin à Colorado Springs. Le même jour, le 13 mars 2020 à droite, les magasins à grande surface à Colorado Springs, donc les étagères étaient complètement vides. Aucune viande n'était disponible. Pourtant, dans mon magasin sur la gauche, qui est environ une chaîne seulement d'approvisionnement de 200 miles de San Francisco au Kansas, vous voyez des étagères pleines. Jusqu'à présent, notre chaîne d'approvisionnement a bien résisté. Nous n'empilons pas les employés les uns sur les autres. Nous restons en bonne santé dans nos opérations. Voyons donc ce que je pense que nous devrions faire. Je pense que nous devrions retourner à une exploitation agricole régénérative et d'élevage en ranch. Celui qui est rendu durable parce qu'il est soutenu par des consommateurs qui se soucient du sol, qui se soucient aussi des communautés, des personnes et de l'environnement en général. J'ai donc mis en place ce que j'appelle le concept d'agriculture régénérative et l'élevage de la Calitrate Cattle Company, où il s'agit essentiellement d'une économie circulaire et non d'une économie linéaire qui extrait. C'est une économie circulaire qui remet dans le sol, dans la communauté, dans les gens. Donc, nous commençons avec le sol et nous retournons au sol. Le fonctionnement de ce concept était essentiel à notre capacité à accéder à un marché qui exige ce que nous produisons. Le sol est le grand connecteur de la vie, la source et la destination de tous. C'est le guérisseur, le restaurateur et le ressuscitant par lequel la maladie passe à la santé, l'âge à la jeunesse, la mort à la vie. Sans soins appropriés, nous ne pouvons avoir aucune communauté et car sans soins appropriés, nous ne pouvons pas avoir de vie. Citation de Wendell Berry. La création d'une communauté autour des aliments locaux sera essentielle pour soutenir cette nouvelle approche. Merci beaucoup. Citizens Movement for Water, Sonora, Mexico.
We're going to play an excerpt of this because of Donc, on va passer un extrait pour une question de temps. Donc, revenir au meilleur moment. Revenons au meilleur moment de la relation américano-mexicaine. Nous remercions l'Institut Schiller et sa présidente Helga Zepp-Larouche de nous avoir aimablement invités à participer à cette rencontre internationale dans laquelle une importance particulière est accordée au problème de la production alimentaire. Dans toute crise de civilisation, on voit réapparaître les menaces de famine, d'épidémie et de guerre. C'est pourquoi nous sommes d'accord avec le titre de cette conférence. L'humanité va-t-elle prospérer ou périr? Je m'appelle Alicia Diaz-Brown et je vis dans la vallée de Yaqui, au sud de l'État de Sonora, au Mexique. J'appartiens à une famille de producteurs agricoles, pionniers dans cette vallée, et je suis membre de la coopérative de crédit agricole de Yaqui et du mouvement citoyen pour l'eau. Je m'implique depuis plusieurs années dans le débat sur les problèmes liés à la production de céréales, mais au cours de la dernière décennie, mon engagement s'est intensifié face au mépris manifesté par les politiques de Mexico vis-à-vis du monde rural, au point de proposer d'en prélever de l'eau afin de la détourner vers les activités considérées plus rentables financièrement, en dépit du fait que cela implique la réduction des terres cultivées et de la production alimentaire. Donc, peu leur importe de nuire à une région produisant 50% de la production nationale de blé, ainsi qu'un pourcentage important de sa production de maïs. J'ai trouvé récemment une photographie qui capture un moment très évocateur de l'intimité historique et des objectifs communs que partageaient le Mexique et les États-Unis dans cette noble tâche visant à produire de la nourriture pour soulager la faim dans le monde. La photo, qui se situe dans les années 40, montre le vice-président des États-Unis de l'époque, Henry Wallace, sous Roosevelt, visitant une culture de blé dans la région de Texcoco au Mexique et recevant une explication technique du docteur Norman Borlaug, accompagné du secrétaire mexicain à l'agriculture de l'époque et de l'ex-président Lázaro Cárdenas. Le gouvernement du président Ávila Camacho venait d'être mis en place. À l'époque, les gouvernements du Mexique et des États-Unis jouissaient d'un soutien populaire suffisant pour faire respecter le principe du bien-être général. Ces efforts ont culminé avec la Révolution verte, dont les améliorations de la génétique des semences ont permis d'augmenter considérablement les rendements à l'hectare, principalement pour le blé et le maïs. Le monde entier en a bénéficié. Pendant un temps, des centaines de millions d'êtres humains ont été libérés de la famine, mettant à mal les théories malthusiennes antidémographiques qui font de la faim et de ses conséquences une fatalité. La vallée de Yaqui. Ah, oui, vous pourrez voir notamment le reste de la vidéo sur notre site. Ce que nous allons faire maintenant, pour des raisons de temps, désolé, c'est de faire en sorte que notre panel en entier soit à l'écran et il y a une ou deux questions en particulier qui ont été posées à Jacques Cheminade. Ensuite, Diane pourrait poser deux questions qui seront adressées à l'ensemble du panel. Cette question vient de l'ambassadeur docteur, l'ancien représentant de la République du Sri Lanka, qui demande à Jacques, dit: la principale activité du Sri Lanka
La perte estimée à cause du coronavirus dans la région du Sri Lanka est de à peu près 10 milliards de dollars. Notamment, il y a un empêchement d'accès au marché américain. It may be recalled that at the Non-Aligned Movement Summit Declaration, nous appelons notamment à ce qu'il y a eu le mouvement des non-alignés, la conférence des non-alignés qui a eu lieu à Colombo dans les années 50, qui demandait la restructuration de la dette, qui demandait la restructuration des structures financières internationales. Vous aviez aujourd'hui, les BRICS sont en train d'aller dans cette direction. Quelles nouvelles institutions seraient requises, notamment pour faire face à cette nouvelle crise due au coronavirus? Premièrement, sur cette question touristique. Beaucoup de pays différents, comme le Sri Lanka ou la France ou Cuba, parce qu'ils n'ont pas pu se développer industriellement, ils doivent aujourd'hui faire de l'argent sur le tourisme parce qu'ils n'ont pas pu notamment produire au niveau agricole et industriel. Ce tourisme n'a pas été basé sur l'éducation de la population, des populations étrangères sur la culture du pays. Ça a été ça n'est pas notamment un service tourisme visant à éduquer vraiment les populations sur la culture du pays, mais c'est devenu un service de tourisme, de loisirs. Et le véritable enjeu, c'est de garantir un développement industriel, agro-industriel. C'est comme ça qu'il faut voir le développement économique en profondeur. Donc, ce qui est arrivé, c'est que progressivement, malgré le bénéfice dû au tourisme, et à cause de l'économie que ça a créé, le pays a été piégé dans un système de dette. Ça a affecté, premièrement, les pays du Sud, dans l'hémisphère sud, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique aussi, à travers un système d'accumulation d'intérêts sur les dettes. C'est ce que Demis Small, notre ami, appelle l'économie des banquiers, des banksters. C'est le libre marché à vous voler. Et on voit notamment des pays dépendants de la dette qui accumulent de la dette et de la dette et de la dette. Et si on continue cette accumulation de la dette, on doit payer 2-3 fois plus que votre dette au départ, due au prêt. Donc, ça, c'est ce qui a été imposé aux pays du Sud. Et maintenant, ça arrive justement à des pays d'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne et aussi la France. Donc, tout le monde entier est piégé dans ce système de dette. Et toute l'économie, maintenant, est une économie qui n'est pas une économie de libre marché. C'est un libre marché contrôlé par les lois du système britannique, imposé par les banques centrales. Ce n'est pas un véritable marché libre. Et tout ça est alimenté par de la monnaie, la fausse monnaie. Il y a un flux de fausse monnaie qui ne va pas aux producteurs, ça va aux consommateurs, ne va même pas aux consommateurs, ça va uniquement à l'oligarchie financière et ses spéculations. Donc ça, c'est ce qu'il faut absolument éliminer pour toujours. Ce système britannique, ou on va dire cette combinaison anglo-hollandaise américaine, un système anglo-hollandais américain en termes de système financier. C'est basé notamment sur une dictature financière, système dans lequel nous sommes. Un marché économique sans un véritable marché en tant que tel, mais une dictature d'intérêts financiers dans tous les secteurs et aussi dans la culture. Donc, il faut que se libère de cela. Et c'est ce que demandait justement Lyndon LaRouche, particulièrement
il avait cette référence historique avec Larouche en 1982 où López Portillo, le président argentin, avait dit que nous devons se libérer de la dette. C'est ce qu'avait dit López Portillo sur les conseils de Larouche. Et il nous faut une banque de développement pour les pays du monde. C'est ce que normalement la Banque mondiale devait être après la Seconde Guerre mondiale, une banque de développement. Mais ça a totalement été écarté en tant que tel par les leaders occidentaux. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est ce que font les Chinois. Diriger l'économie, d'avoir une économie dirigée basée sur l'économie, le développement économique réel et basée sur le développement du potentiel créateur des êtres humains, des individus. Et on voit notamment l'effort de la Chine dans le développement de la culture classique. On le voit. Ça, c'est souvent ce que les médias occidentaux ne diront jamais, mais dans le concept de la nouvelle route de la soie, il y a cette initiative culturelle. Et vous avez ça comme référence, et vous avez tout le combat de nos vies qui doit aller dans cette direction. Et aujourd'hui, on a une grande chance pour nous-mêmes que cette direction-là, que ces points-là soient accomplis, parce qu'en fait, que ces choses soient accomplies, parce qu'on le voit avec le pont terrestre eurasiatique, on le voit comme l'Inde, la Russie peut être connectée à ce système et d'autres pays dans le monde. Donc, ce dont on a besoin, c'est que les leaders du monde, les dirigeants du monde et les populations se lèvent pour ce système. Et c'est très intéressant qu'aujourd'hui, par exemple, les Gilets jaunes en France nous appellent et appellent notamment à ce qu'il y ait un moratoire sur la dette. Ils demandent à ce qu'on se débarrasse de ce système de dette. Et c'est pour ça que la proposition de Glass-Steagall de séparation des banques est absolument cruciale, parce qu'elle signifie que les banques qui sont impliquées dans la fourniture du crédit, pour fournir du crédit, et qui gèrent les comptes de dépôt, soient séparées des banques qui sont impliquées dans la spéculation sur les marchés et qui sont des parties intégrantes de ce système financier anglo-américain, britannique. Donc, il nous faut des banques qui permettent le développement de ce type d'économie physique qui augmente la productivité par surface, par être humain, par individu et par quantité de matière amenée dans le processus, par la ressource amenée dans ce processus, pour avoir notamment une densité énergétique plus importante dans l'économie. Une des choses qui revient dans les 4 lois de Larouche, c'est la 4e loi par la suite. C'est quel investissement on doit choisir pour le futur, pour le long terme. Et ce sont des investissements dans la créativité humaine. Qu'est-ce qui va nous amener à cela? C'est les frontières de la science. C'est les frontières des connaissances et c'est ce qui est inclus dans le programme spatial. Et on le voit notamment notamment chez les fermiers, par exemple, les agriculteurs, on le voit en quoi l'espace est absolument essentiel pour augmenter la productivité. On le voit avec ces tracteurs aux États-Unis connectés aux satellites. Ces fermiers américains qui dit que le sol, oui, en fait, c'est ces fermiers américains qui doivent être vus comme des véritables scientifiques du sol et ce fermier américain qui disait lui-même que le sol est un être vivant, il doit être vu comme un être vivant, il faut l'étudier ainsi. Donc, tous ces concepts, c'est ce qui nous mène, c'est ce qui mène l'astronaute et le fermier, l'agriculteur, à devenir les mêmes, en fait. Il va falloir justement s'assurer que l'éducation des agriculteurs soit à ce niveau-là. C'est ce qu'on a souvent discuté avec Lyndon LaRouche, c'est que le type d'éducation que requiert l'agriculture du futur est celle qui va générer des êtres humains qui aient cette capacité, cette joie de créer pour faire
quelque chose de socialement bon pour les autres. Et c'est une énorme question liée à la production en général, liée à la santé aussi, la santé publique. Cette idée de solidarité mondiale autour de la santé pour l'organisation des hôpitaux, gérer financièrement la santé pour le soin et le développement des gens. Merci, Jacques. Thank you. Donc, on a 15 minutes donc, tous ensemble pour la discussion. Donc, on va poser quelques questions de différents pays et vous aurez 2 à 3 minutes pour pouvoir répondre, plus ou moins pour dire ce que vous avez à dire, faire un point spécifique, répondre à la question ou pas. Mais ce sera assez rapide finalement. Et maintenant, je donne la parole à Diane. Donc, c'est l'ambassadeur du Costa Rica au Canada. Il demande, vous avez mentionné une mission d'urgence pour un système d'infrastructure médicale mondiale, mais particulièrement en Afrique, en Afrique du Sud, en Asie. Donc évidemment que c'est bien nécessaire dans ces régions-là. Mais les institutions financières internationales vont-elles investir dans ça? Et quels seront les arguments de l'Institut Schiller pour pousser ces institutions financières à participer à ce projet et le rendre concret? Et le Costa Rica, donc on a, avec le Chili et Cuba, on a des systèmes de santé extrêmement très développés comparés au reste de l'Amérique latine. Et ça peut être répliqué justement dans les autres pays sous-développés. Et voilà une autre question qui vient. C'est la mission de la Colombie aux Nations Unies à New York. Donc, je suis la représentante aux Nations Unies pour la Colombie. J'avais la question suivante. Comment l'Amérique latine peut jouer un rôle déterminant pour la consolidation justement de ces nouvelles configurations globales? Je vous soutiens. Merci, Carolina, du secrétariat de Colombie. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Vous pouvez répondre à une question ou une autre, parce que comme je vous l'avais dit, vous avez que quelques minutes. Je vais commencer avec Bob Baker. Merci. Merci, Denis. Donc, sur la question agricole, c'est absolument une question vitale de développer un système alimentaire pour que les gens puissent se nourrir de manière correcte. Donc, chaque communauté doit avoir accès donc jusqu'à ce jour. Donc ces cartels financiers, justement, qui essaient de nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Et on doit les exposer. C'est la vraie question qu'on doit faire aujourd'hui, en parallèle de ce système d'infrastructure de santé mondiale. Ce type de conférences sont vraiment fondamentales, justement, pour que ce soit fait. Thank you very much. Yeah, I'll quickly address the problem. We're close neighbors with Costa Rica. Donc, nous, on est assez proches du Costa Rica. On a quelques liens même de développement avec eux. Et cette question de l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ce qu'on peut faire nous, sur les petites îles. Donc les gens se posent toujours les mêmes questions. Comment être indépendant? Donc, comment
Et on se bat tout le temps avec ça. On doit avoir un système où just as the last speaker said, the best healthcare possible for all humanity. Donc le meilleur pour l'humanité. Mais on ne doit pas être simplement on ne doit pas être dépendant en fait de ça. On a été trop dépendant de l'extérieur. On doit avoir des systèmes endogènes. On doit tous être des producteurs. Donc quel est le système de créer des économies locales, des productions locales, contribuant à notre propre développement et même on peut contribuer au reste du développement. C'est le type de système, justement, que le système financier global est contre. Et il ne sera jamais pour ça d'ailleurs, il faut être clair. C'est vraiment le vieux paradigme impérial qui continue de manière moderne aujourd'hui. Ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, c'est de créer un système endogène. Pas simplement avec de l'argent d'anciens systèmes, mais créer un nouveau système. Pas simplement et on contribue chacun en tant qu'être humain à ce problème. Donc, je vais dire ça. Alors, Walter Fromanto. We have his translator ready? The translator is ready. Okay. But he has to turn on his microphone. Okay. You want to let him know or does he know it already? Donc apparemment il va parler en espagnol. All of the contributions that are made are very significant. Donc, toutes les contributions qui ont été faites aujourd'hui sont d'une importance stratégique. C'est clair que pour l'Amérique latine, donc l'appel des 5 de ce qu'a fait Poutine d'appeler les 5 nations à se réunir, justement, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'espoir. Parce que ça nous donne justement la capacité d'espérer qu'il y a la paix qui s'installe à travers ce genre de discussion internationale. C'est seule la politique internationale qui nous permettra de sortir de ça. Sur le dialogue des civilisations, sur des gens de courage, les leaders des différentes nations. Et l'humanité va dépendre de ce genre de relations, en fait, aujourd'hui. C'est évident. Et l'Argentine en particulier. La production alimentaire en Argentine est un grand producteur alimentaire en Amérique latine, avec le Brésil, le Paraguay, la Bolivie. Multinational conglomerates. Donc les conglomérats multinationaux ont pris le contrôle total depuis une trentaine d'années. Et donc ça, c'est le vrai problème. At this moment, in Argentina and in South America, et en Amérique du Sud. Donc les gouvernements ont changé. Avec le soutien à cette conférence internationale que propose Poutine, providing sovereign channels for both producing and exporting. Donc, the policies that can be carried out inside Argentina in the food sector have to do with
allowing producers cooperatives Donc, il appelle à une alliance justement des producteurs internationaux à s'opposer justement à ces multinationaux. C'est pas l'idée de démanteler les grands moyens de production à l'échelle internationale et la société. through such cooperatives so that they participate in the solution and to be part of the solution. Et on doit faire partie de cette solution. Et donc, il faut démocratiser la production. Merci beaucoup. On doit, Monsieur Callicrate. You there? Yes, now we can hear you. We had a little glitch, but we can hear you now. Go ahead. Yeah, I was really moved by Dr. Kirk's comments about J'étais islands. très intéressé par ce qu'a dit M. Kirk Meg sur les petites économies sur les îles. Et Somebody pretty seriously depressed when we talk about the state of the et world. quand on parle de l'état du monde aujourd'hui, Also lift them and get them more excited when I mais on talk peut aussi être très excité par toutes les possibilités justement communities and making them as good as we possibly can. Become wealth creators, grow et redevenir vraiment des producteurs, faire les choses. C'est ça le vrai appétit justement. Créer des entreprises pour la société à travers le monde, justement basées sur ces principes. Et arrêter ces prédateurs, ces criminels économiques, ces criminels financiers, ce gros monopole de production alimentaire qui mettent des millions de gens dans la misère. Alors on commencera à réparer tous les dommages qui ont été faits. Justement, on peut le faire. to a large extent control our ability to create the wealth. It's what happens to it after we create it. C'est ce qui s'est passé quand on a. Talked about we shouldn't dissolve the big corporations. I would argue yes, we should dissolve them. Donc on doit les démanteler, on doit les casser, ces grands monopoles. Pas complètement, on ne va pas éliminer leur capacité industrielle, on va briser leur capacité économique pour qu'elles soient alignées sur l'idée de bien commun. Et j'aime bien cette analogie justement des petites entreprises Trinidad Tobago et comment et ce que je dis, retournons au boulot, à faire grandir, croître l'économie et tuer ce système industriel qui est critique pour notre survie. Merci. We're trying to get Diogene's audio up, but I don't think we have it yet. And if we don't, let's go to Jacques. Just one word about Cuban doctors to speak about an island. It's Juste un mot sur les docteurs cubains. Où les docteurs cubains sont les meilleurs en fait. Parce qu'ils restent avec les... Ils sont impliqués dans le monde entier. Et en particulier actuellement en Andorre, en Europe, en Italie et maintenant dans la Martinique, en France donc. Et la France a dû reconnaître, mais c'était très difficile pour elle, que justement les médecins cubains, il y a une équipe de plus d'une quinzaine de médecins qui sont arrivés en Martinique. C'est la preuve qu'une île ou un petit pays peut faire énormément dans un secteur particulier. Peut-être on a Diogène, le représentant du panafricanisme, qui peut dire quelque chose, mais je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? We refuse. We're going to do a strike. We're going to do a sit-in until we hear from him. So,
No, let's go. All right. Je peux y aller? Oui. Okay, we're going to try again. See if we can get him. Essaye. Est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, je t'entends. D'accord, très bien. Bon, ben, en fait, merci beaucoup. Je pense que la question globale Is that what the case is? oui, la question globale de la fin. All right. So All right, we all can you think it's hear gonna me? work. Can you hear me? I'm translating. Yes, in English. yes. Let's Houston go. can hear you. Yes. D'accord. Donc, je pense que la question globale de la fin The global et, question at the end et de la pauvreté est un volet of poverty de la situation of the de l'Afrique qui est détériorée, qui n'est the pas African toujours situation. développée, bien connue, We puisque all know globalement, quand on présente la situation du continent, when on we est present the situation of plus the continent, en phase avec les questions de la dette, we are more de la monnaie. the debt, On oublie que, par exemple, que and we forget that la monoculture qui a été prolongée avec les plans d'ajustement structurel connaît aussi un autre type de prolongement avec, par exemple, des fonds spéculatifs très importants, ce qu'on appelle les hedge funds, qui ont débarqué en Afrique depuis à peu près 20 ans et qui rachètent des terres dites arables aux populations démunies et qui les privent de ce fait des terres possiblement exploitables dans le cadre de la culture vivrière. Et donc, sont obligés de vendre leur force de travail pour prolonger en tout cas un autre volet de monoculture, c'est-à-dire de cultiver tout ce qui est coton, tout ce qui est culture de rente, en fait, pour encourager tout ce qui est exploitation de riz, par exemple, de très bonne qualité, alors que des pays comme le Sénégal, importent du riz de mauvaise qualité. Donc, c'est un volet qui prolonge, en fait, la destruction des femmes et des hommes, des enfants, qui favorise la sous-alimentation, parce que les espaces qui leur permettaient de faire de l'agriculture vivrière ont été et sont pour la plupart occupés par des fonds assez importants, qui ont des fonds spéculatifs, qui ont des capitaux qui dépassent le budget de certains États. Et c'est un volet, malheureusement, qui n'est pas très étudié, qui n'est pas très connu dans la situation de l'Afrique aujourd'hui. Thank you very much. Yes, and thank you very much. So now, Diane, you have 45 seconds and I have 45 seconds. So do your postlude. Okay, I'll be very brief, which is that I think we should all remember that we have been blessed to inhabit a beautiful, fertile planet, which is very conducive to Donc voilà, on sustaining retourne à la and in traduction particular française human life if we are avec Diane sane. Fer qui nous But dit there que, are 2 justement, trillion galaxies or more in elle the parle des universe. 2 Each of these may millions, have 2 many other milliers de milliards de planets. galaxies dans So le contrary to système the solaire. Et on a une belle petite planète qui est en plein milieu de tout ça. Quand on voit justement ces marchands du temple qui essayent de soumettre la population mondiale. a new era of mankind. Et permettre une nouvelle ère de l'humanité. Voilà, excusez-moi, il y a eu un petit problème de son. Donc, on va devoir conclure son panel. Pointing out On a that we've évidemment had encore beaucoup de Europe, choses à faire. Africa, Donc, on avait les Caraïbes, les États-Unis, l'Argentine, l'Afrique, la France. Voilà, c'est ça, ce type de processus de discussion qui doit y avoir aussi parmi les chefs d'État, ce type de discussion qu'on a initié aujourd'hui, qui prend différentes formes, justement autour d'idées très importantes. C'est crucial pour le succès, justement, de notre, justement, du sommet des 4 puissances qui devrait avoir lieu. Et avec le coronavirus et
Ça a retardé le processus, mais c'est ça qui doit, voilà, qui doit être mis en place aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les panélistes qui ont participé aujourd'hui, qui étaient avec nous. Il y a beaucoup de choses qui doivent être encore faites. Et voilà, on va faire d'autres choses par la suite. Donc, on va mettre en contact les panafricanistes avec Jacques. Jacques, il est toujours en train de faire le boulot tout le temps, hein. Mais avec les gens aux États-Unis, avec les agriculteurs aussi là-bas qui se battent aussi quelque part contre les mêmes ennemis. Donc, nous allons conclure ce deuxième panel. Nous aurons un troisième panel. Donc, normalement, il y aura un peu de retard. Donc, on se voit dans un quart d'heure. Merci à tous.